Il y a des gens qui sont venus dire qu'il n'y avait plus de chats dans le 16e arrondissement parce que les Romanesses avaient mangé tous les chats. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Donne-moi tout. Aujourd'hui, je suis très excitée parce que si vous ne voyez pas, allez sur YouTube voir ou allez sur mon Insta. J'ai enfin des bonnettes Donne-moi tout. Et ça, vraiment, je pense que c'est le début de la gloire pour moi. Mais surtout, je suis très heureuse aujourd'hui pour ce nouvel épisode parce que je reçois Rose Bouglione. Salut Rose. Salut. J'ai beaucoup parlé, mais après, je laisse beaucoup parler, t'inquiète pas. Je suis hyper contente d'être avec toi. Alors déjà qu'on se revoit parce qu'on s'est rencontrés dans d'autres circonstances et on a discuté toutes les deux. Moi, j'étais fascinée par ton univers et par ton histoire. Et puis au fil des discussions, j'ai dit stop, Rose, tu vas venir dans mon podcast et tu vas venir me raconter tout ça. Ouais. Et désolée d'avance, je suis bordelaise. Du coup, à Bordeaux, on ne dit pas Rose, mais Raz. Donc, Raz. Et il n'y a pas de souci. Écoute, j'adore Bordeaux. J'adore Bordeaux. On a fait des tournées à Bordeaux, c'était génial. Bon, j'aimerais même y habiter pour te dire. Donc tu me pardonnes si parfois, sans faire exprès, au lieu de dire Rose. En plus, c'est tellement beau de s'appeler Rose Bouglione. C'est gentil. Mais quand on tape ton nom et ton prénom sur Google, c'est pas du tout toi qui sort, c'est une dame assez âgée. Qui est cette personne ? C'est ma grande tante, Rosa Bouglione. Et c'est très, très drôle les jours d'anniversaire parce que on m'envoie des messages. Joyeux anniversaire, Rosa, pour tes 107 ans. Je fais oula. C'était la doyenne de la famille. Elle n'est plus ? Non, malheureusement. Tu l'as connue ? Non. Non, tu l'as pas connue. Non, je l'ai pas connue. C'est, si tu veux, chez les Bouglione, on a plusieurs branches familiales. Donc, il y a le cirque d'hiver Bouglione avec le cirque d'hiver et le cirque romanesque qui donc a été créé par mes parents, Alexandre et Delia Romanes, qui ont fait le cirque Tzigane en Europe. D'accord. Qui a représenté un peu la France à Shanghai, par exemple, ou en Russie et dans d'autres pays. Mais donc, nous, c'est plus, si tu veux, la pépinière de la culture tzigane. On a vraiment réconcilié les Français avec cette culture. Donc, on enlève donc l'autre partie, ça reste ta famille quand même ou... Oui, ça reste la famille, oui, bien sûr. Oui, c'est juste vous voyez, mais vous ne faites pas la même chose. On ne fait pas les mêmes spectacles, tout simplement, mais c'est la même famille. Donc toi, tu as grandi dans cette culture-là. On dit tzigane, sini. En fait, il y a plusieurs appellations. D'accord. Donc en soi, c'est tzigane, mais après, c'est par rapport aux régions ou aux pays. D'accord. Voilà, il y a Tzigane, Sinti, donc... Sinti, pardon, pas Sini. En l'occurrence, moi, donc gitan italien. Après, tu as les Tziganes. Tzigane, en fait, c'est une appellation de l'Est. Ensuite, tu as les Manouches qui sont gitans français. Donc, ça dépend vraiment par rapport au pays. Toi, j'imagine que tu grandis là-dedans depuis toute petite. Donc, toi, ça fait partie de ton quotidien. Mais est-ce que tu peux nous dire quels sont les clichés qui sont répandus alors en France à fond en plus autour des tziganes, des manouches, du coup c'est différentes cultures que toi t'as reçues et que tu peux débunker tout de suite en disant non, est-ce que tu as grandi dans une caravane ? Alors oui, tout à fait. J'ai grandi dans une caravane à Paris. Je trouve que la mairie de Paris a été extrêmement drôle de nous avoir mis dans le 16e arrondissement avec... avec toutes les personnes du 16e, ça a été très drôle. Alors au départ, ça a été un peu compliqué. Je t'avoue qu'on a eu des manifestations vraiment pas drôles. Pour que vous partiez ? Oui, ouais. C'est ça. Il y a même eu un procès et pour te dire, à la fin, c'était hyper drôle parce que dans le procès, si tu veux, il y a des gens qui sont venus dire qu'il n'y avait plus de chats dans le 16e arrondissement parce que les Romanesses avaient mangé tous les chats. Mais non. Si. Rose, est-ce que vous mangez des chats ? Tous les matins. Mais c'est incroyable de penser des choses comme ça. Non, mais c'est la peur de l'inconnu. Ouais, c'est ça. Donc c'est du racisme ordinaire que tu as subi depuis ton enfance. Donc tu as grandi donc dans une caravane dans le 16e arrondissement de Paris, qui est pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout Paris, qui est l'arrondissement qu'on considère comme étant le plus bourgeois, en tout cas dans les clichés. Et tu as une enfance cool ? Écoute, j'ai eu une très belle enfance.
J'ai voyagé partout dans le monde avec le cirque. On a découvert plein de choses. J'ai eu des parents qui m'ont emmenée dans tous les musées de toutes les villes et les pays où on allait. Donc, c'était vraiment super. Donc, des spectacles, évidemment, plein de rencontres. Et puis, à côté, il y avait l'école. Et donc, effectivement, en tant que gitane, c'était pas facile. J'imagine. Mais parce que tu as suivi un cursus scolaire normal. Normal. Donc, l'année, ils sont là. Et lors des vacances scolaires, vous partez en vacances comme n'importe quelle famille française à ce moment-là. Alors, moi, j'ai un parcours un peu spécial avec l'école. Disons que, à la base, mes parents ont voulu mettre leurs enfants au CNED. Et moi, à l'âge de 7 ans, j'ai dit non, je ne veux pas faire le CNED, je veux aller à l'école. Donc, mes parents m'ont dit non, c'est pas possible. Je préfère que tu fasses l'école par le CNED parce que, tout simplement, mes parents pensaient que c'est une destruction, l'école, que c'est une deuxième éducation, mais qui ne va pas dans le bon sens. Ok. Et donc, c'est vrai que le CNED, c'était bien, mais moi, je voulais absolument aller à l'école. Donc, pourquoi? Pour les copains, la vie sociale ou... Non, même pas. Je sentais qu'il me fallait plus. D'accord. Et je suis pas en train de dire que le CNED, c'est pas bien. Non, c'est très bien. Mais, non, c'est toi, ton ressenti, ton envie, ouais. C'est ça. Et donc, tous les jours, je faisais des crises pour aller à l'école. Et un jour, il y a un prof qui venait nous donner des cours. Et je me suis dit, tiens, là, je crois que c'est là qu'il faut que je refasse ma crise. Donc, j'ai refait ma crise. Et puis, mon père a fait, ah bon, allez, j'en peux plus, allez, je vais l'inscrire à l'école. Il m'a inscrit à l'école qui était juste à côté du cirque. Et depuis... Voilà, il y a même eu un reportage sur M6, c'était hyper drôle. Et ça s'appelait « La seule enfant qui veut aller à l'école de toute la France ». Et c'est une gitane. Mais c'était toi? Et c'était moi. C'est génial. C'est hyper drôle. Comment ils ont su, comment ils sont venus te chercher M6? Non, parce que le cirque, en fait, était hyper médiatisé. Oui, parce que tes parents ne vivent pas dans la pauvreté. C'est des gens qui vivent assez bien. Oui. C'est en gros, ma mère était attachée de presse, si tu veux. Bon, aujourd'hui, elle a eu un AVC, donc il a fallu reprendre un peu le travail qu'elle faisait. Et mon père est metteur en scène. Voilà, donc ils sont tous les deux directeurs. Et puis, ils ont créé ce cirque avec lequel ils ont fait plein de Non, mais tournées. je te dis ça parce que dans le cliché absolu, on se dit caravane, pauvreté. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Non, je dirais que c'est même plus cool qu'un appart. Ah ouais. Oui, parce que tu peux bouger, quoi. Oui. Ok, très bien. Donc, tu vas à l'école, t'es plutôt une bonne élève? Oui, ça va. Ça va. Oui, voilà. T'y vas, quoi. Ça va. Tu te donnes. Ça va. Ok. Tu grandis bien dans un foyer qui est heureux. T'as des frères et sœurs? Et ils sont cool? Vous vous entendez bien? Aujourd'hui, non. Malheureusement, non. Oui, il y a des conflits familiaux. Mais tes parents et toi, vous êtes toujours restés très proches? Oui, mes parents et moi, toujours. À l'âge de 13 ans, tu tombes malade. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu l'apprends déjà? Alors, à l'âge de 13 ans, effectivement, j'ai eu un cancer du sein. Extrêmement rare de découvrir ça aussi jeune. C'est un peu jeune, oui, effectivement. Et en fait, j'ai vu une publication passer en prévention des cancers du sein. Et j'en ai profité le jour où une amie de ma mère, gynécologue, est venue voir le spectacle. Donc j'ai dit, écoute, est-ce que tu peux, s'il te plaît, je suis un peu inquiète parce que j'ai vu un des signaux, est-ce que tu peux regarder? Je veux bien, enfin... Donc elle regarde, elle me dit, oui, effectivement, il y a un problème. Donc tu vas passer au cabinet, je vais te faire des tests, une écho et tout ce qu'il faut pour voir si ça va, quoi. Et malheureusement, non, ça n'allait pas. Donc, je lui ai demandé de rien dire à ma mère. Ah bon? Ouais. Mais alors, excuse-moi, je fais une pause, mais t'es extrêmement mature. En fait, je voyais vraiment ma mère se tuer à la tâche. Ouais. En tant que attachée de presse, elle était chanteuse aussi. Mais tous les jours, elle était en train vraiment de se tuer, quoi, d'appeler les journalistes peut-être 500 fois par jour, les emails, le ministère, les machins, ceci, cela. Donc, je me disais, ok, non, ça, je peux pas lui faire ça. Et puis, c'était une période c'était une période du cirque où tout allait vraiment hyper bien. C'est-à-dire que toute la famille était réunie, chaque spectacle, on remplissait la salle. Et puis, après chaque spectacle, on avait tous envie de faire la fête, de se retrouver. Donc, c'était une époque
vraiment merveilleuse, je dirais, pour la famille romanesque. Et il y a une citation qui dit quand on a du pain, on n'a pas de beurre, et quand on a du beurre, on n'a pas de pain. Et je voulais pas être la cause qui fait que ma famille manquait de quelque chose. Tu voulais pas les rendre malheureux? Non. Mais toi? Ce que j'ai fait, parce que je savais déjà que je voulais pas me faire soigner par la médecine occidentale. Okay. Je savais que ça allait être un peu compliqué. Et si tu veux, avoir 13 ans et se dire, bon, y a la possibilité qu'on m'enlève un sein, et être artiste, se produire sur scène, c'est juste... c'est inimaginable. Et en fait, il faut savoir que dans la culture tzigane, tu as une médecine. Parce que en fait, si tu veux, la culture tzigane, c'est une société dans la société. Tu as une philosophie, tu as une médecine, tu as une façon de penser, tu as des mœurs. Et donc, il y a une médecine. Et mon père connaît très, très bien cette médecine. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup rapprochée de mon père, qui en fait était, comme je te disais, metteur en scène, mais aussi toute la journée... faisait des travaux pour le cirque, donc vraiment, par exemple, je sais pas moi, démonter le plancher, remonter le gradin, machin. Donc, je me suis rapprochée dans le sens où je suis devenue un petit garçon manqué, parce que pour être avec mon père, j'étais en train de faire des trucs de mec toute la journée, bricoler, plein de choses. Oui, parce que là, quand tu dis des trucs de mec, il y a pas dans le... Il n'y aurait pas à avoir de trucs de mec. Mais, bien sûr que oui, dans toutes les cultures, on dit ça, c'était plutôt les trucs que les hommes font, que les femmes font. Et donc toi, tu casses tous les codes. Hein. Tu veux aller à l'école alors que tout le monde fait le CNED. Tu te mets à faire ça avec ton papa. Et tu lui confies ton... Et du coup, je lui confie. Ok. Je lui dis que j'ai un petit souci et que j'ai déjà vérifié ça avec notre ami. Il m'a pris dans ses bras et tous les jours, absolument tous les jours, il était avec moi. Il m'a suivi, il m'a consolé. Il m'a dit, écoute, il y a ça à faire. Donc vraiment, c'est devenu mon meilleur ami, en fait. Tu vois, pourquoi vous étiez pas très proches avant? Si, on était hyper proches. Mais ça a été encore plus intense. Disons que il l'a pas dit à ta maman? Non, je lui ai demandé de pas le dire. Ok. Et en fait, personne de la famille l'a su à part lui. C'est incroyable. Ouais. Ah oui, donc vous avez vraiment une très très jolie relation. Ouais. Et ça t'a aidé? Il t'a aidé? Tu t'es soignée par quelle médecine? Je veux tout savoir. Ouais. Du coup, par la médecine tzigane. Alors en fait, ça consiste, si tu veux, à se guérir par la nourriture. On dit que ton aliment est ton premier médicament. Et il y a des plantes chez nous, des recettes, si tu veux, qu'on fait. On a un livre de famille où on a des anciennes personnes, donc de la famille, qui étaient vraiment agréées en médecine et qui connaissent très très bien la médecine tzigane, qui nous ont laissé des écrits. Donc, si tu veux, mon père a cultivé ça. D'accord. Et il a pu me dire, tu peux faire, tiens, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça. Et donc, j'ai suivi. Si tu veux, un des aliments miracles, c'est le riz complet. D'accord. Ouais, c'est le riz complet. Alors bon, il faut savoir que ça ne constipe pas. C'est pas comme le riz blanc. Pendant longtemps. T'as mangé du riz complet? J'ai mangé plein de riz complet. Et attends, en parallèle de ça, là, tu uses aussi de la médecine traditionnelle? Oui, bien sûr. Ça dure combien de temps et en 2 combien ans et de temps? 2 ans et demi. Où tu as des rechutes, des moments difficiles? Non, même pas. Je fais confiance. Incroyable. Je fais confiance. Ok. Et psychologiquement, c'était dur parce que, comment dire, je culpabilisais en quelque sorte de pas en parler à ma mère parce que j'en avais terriblement besoin. Bah oui, ça déjà. Notre maman, et puis quand c'est notre corps de femme, bien sûr. Et puis quand t'as 13 ans, quoi. Et puis quand t'as 13 ans. Mais je culpabilisais aussi dans le sens où j'avais l'impression de la trahir, de pas lui dire, mais je me disais que pour son bien... Donc là, elle l'a su quand? Elle l'a su? Alors si, un jour, elle l'a su. Au bout de 2 ans et demi, je retourne voir cette gynécologue que j'ai l'habitude de voir. Donc tu fais quand même des examens, des radios? Oui, ça c'est permanent, oui, bien sûr. Donc je retourne faire un dernier examen. Et là, c'était celui qui prouvait qu'en fait, j'étais guérie. Donc, j'étais hyper contente. En fait, tout simplement, je crois que c'était un des plus beaux jours de ma vie. C'était de me dire, en fait, je suis vivante. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand j'affronte un problème, je me dis, OK, il y a plus grave que ça. J'ai vécu plus grave que ça. Donc, je sais que c'est ni en lien avec la santé, ni en lien avec des personnes de ma famille. Parce que c'est vrai que quand c'est la famille, pour moi, c'est encore plus grave. Parce qu'il y a le sentiment d'impuissance. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. J'ai un rapport aux difficultés qui est différent aujourd'hui. Mais donc, j'ai pris cet examen.
toute tremblante. J'étais allée voir ma mère et je lui ai simplement donné les 2 échos. Donc là, elle regarde, elle me dit « Ah, cool, ta première... Je fais, oui, maman. » Donc là, je lui donne. Et elle voit qu'il y en a 2, donc voilà. Donc elle est là, elle est souriante, tout va bien. Elle commence à lire et à regarder, et elle voit que ça va pas, que moi, je vais pas bien. Et là, elle comprend qu'en fait, sa fille venait de se battre 2 ans et demi contre un cancer. Et qu'elle a rien vu. Et qu'elle a rien vu. Donc, 30 longues secondes, je dirais, de silence. Et là, elle s'est effondrée. Oui, c'est la première fois que j'ai vu ma mère pleurer. Parce que c'est une mère très forte, un peu dure, ou... Oui, déjà, c'est une femme, c'est une power girl. Enfin, je veux dire, c'est une gérante d'entreprise, déjà. Donc, elle gère plein de contrats qui vont un peu partout dans le monde. Elle tient son truc avec une main de fer, quoi. Donc oui, c'est une femme, je dirais pas une femme dure, mais une femme forte, oui, ça c'est clair. Puis elle a eu plein d'épreuves dans sa vie qui ont fait que c'est une femme incroyable, c'est clair. Ce qu'on n'a pas dit, c'est est-ce que... déjà, c'est merveilleux que tu sois en rémission totale. Tu es toujours en rémission totale. À ce moment-là, toi, tu fais partie aussi du cirque ? Oui. Tu fais quoi ? Tout à fait. Alors moi, du coup, je suis dans l'aérien, avec les sangles aériennes et avec le feu. Donc, je danse avec du feu. Après, je fais de la danse orientale. Et ça, pendant les 2 ans où tu te bats, tu continues de performer. Alors que tu es une jeune fille. Et toi, en fait, tu as été biberonnée à ça. Depuis que tu es toute petite, tu danses. Mais le cirque existait, en fait. J'étais pas encore née. Oui. Oui, donc toi, c'était impossible de ne pas être une artiste, quasiment. Donc là, ta maman l'apprend, t'es en rémission. C'est quand même bien le bonheur. Tu grandis. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Là, quand tu continues l'école, tu termines l'école quand ? Tu t'arrêtes quand ? Tu vas jusqu'où ? C'est quoi ton cursus ? De 13 à 15 ans, ça a été compliqué, c'est clair, parce que je dirais que quand tu es artiste sur scène et que tu traverses ce genre d'épreuve, c'est compliqué mentalement, dans le sens où tu te crées en fait des problèmes psychologiques qui n'existent pas, mais tu te les crées. C'est-à-dire que j'arrivais sur scène et j'avais l'impression que les gens savaient pour mon cancer et qu'ils m'applaudissaient par pitié. Oh, très bizarre. Et du coup, à chaque fois que je sortais de scène, je vomissais. Du coup, j'étais... Et le soir... T'as porté beaucoup de choses sur tes épaules. Tu vas au lycée ? Alors non, je vais jusqu'au collège. Et à partir du collège, j'ai demandé à être remise en fait sur le CNED parce que ça s'est un peu mal passé. Ça, c'est l'école ? Ouais. Pourquoi ? Parce que je suis gitane. Alors, ils étaient, si tu veux, mitigés entre le fait que je viens d'un cirque, et donc, c'est cool, elle fait du cirque, elle vit pas tout à fait comme nous, mais c'est une gitane, donc peut-être que c'est une voleuse de poules, peut-être qu'elle va... Voilà, donc c'est un peu compliqué. Tu subis du harcèlement ? Ouais. Donc, de la part de quoi ? D'enfants ? Très, très bizarrement, de la part des profs, qui étaient tout simplement racistes. Donc, ça peut faire un peu cliché de dire ça. Oui, encore, on parle du racisme, mais oui, on parle de bombes lacrymogènes dans une classe de 5e. Donc, c'est-à-dire une prof ? Oui, non, pas une prof, non, une élève, mais la prof qui cautionnait. Et puis, elle te mettait des coups de bombe lacrymo ? Une élève. Ouais. Non, mais une élève t'a mis un coup de bombe lacrymo. Ouais, parce que je suis gitane et donc c'était permis. Ouais. Et donc comment dire, tout simplement les profs cautionnaient, enfin pas tous évidemment, mais il y a eu beaucoup de racisme effectivement de la part des élèves. Et de la part des professeurs. Donc, moi, ça a fait que soit j'arrêtais l'école, mais c'était pas possible pour moi, soit je retournais au CNED, donc ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai été à l'école du Louvre. Est-ce que tu te dis, ma vie, c'est le cirque, ou j'ai envie d'avoir plusieurs possibilités ? Disons que le cirque, oui, c'est clair, je suis née dedans, et évidemment, c'est un trait de ma vie et de mon histoire que j'ai pas envie d'abandonner.
ça c'est clair. Donc j'ai monté moi-même ma propre compagnie, du coup, la compagnie Cirque Rose Bouglione, avec lesquelles j'ai déjà produit un spectacle. Qui s'appelle Tziganes au féminin, donc qui parle de l'histoire des femmes en général à travers la pupille de la culture gitane. Ça, c'est trop intéressant parce qu'on en parle très peu. Mais les femmes dans la culture gitane, c'est comment? C'est quoi? C'est un vaste sujet. Oui, justement. Vu de l'extérieur, on pourrait croire que c'est pas le cas. On pourrait croire que c'est un peu compliqué d'être une femme dans le monde gitan. Mais en fait, gitan, c'est matriarcal. Ouais. Voilà. Donc c'est. Les femmes ont le pouvoir. Voilà, si on veut. Mais il y a quand même de la misogynie? Ça dépend. En fait, pourquoi au départ j'ai dit tiens, le bricolage c'est un truc de mec? Parce que dans un sens, on me l'a fait croire, en fait, quand j'étais plus jeune. Il y a un peu ces trucs que j'essaye de changer, d'ailleurs, et donc qui a figuré dans le spectacle Tziganes au féminin. Je trouve que c'est un peu des choses qui sont un peu démodées, du style il y a des trucs pour les hommes et des trucs pour les femmes. Ouais. Et en fait, moi, j'ai cassé ça dans ma famille, dans le sens où, par exemple, il y a une discipline artistique qui s'appelle les sangles aériennes, et en fait, c'est la même pratique que les anneaux dans la gymnastique artistique, mais je dirais que c'est plus contemporain. C'est du cirque, donc c'est vraiment venir faire un numéro et pas vraiment être dans une prouesse technique du muscle. Donc voilà, mais les sangles, à la base, c'était attribué aux hommes. Ouais, ok. Donc je suis arrivée à l'âge de, je dirais 13 ans, au moment où j'ai eu mon cancer. 13 ans. Et j'ai dit, tiens, j'aimerais bien faire des sangles. Et là, on m'a dit, mais tu plaisantes, c'est ridicule, c'est un truc de mec, tu vas pas faire un truc de mec. Je fais, si, j'ai envie de faire un truc de mec. Oui, mais tu n'y arriveras jamais. De toute façon, il faut être musclé, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, mais tu n'y arriveras pas. Rose, laisse tomber. Va faire du cerceau, du truc, de la contorsion, de la danse. Je dis, oui, très bien, ok. Donc, j'ai été à la salle de sport, je me suis acharnée. Et donc, j'ai fait les sangles et je suis arrivée au même niveau que les garçons dans ma famille. Et à la fin, c'était, voilà, on va faire un concours de pompe, tu vois. Voilà. Donc, ça, c'est génial. Voilà. Je vois que tu as eu un parcours très éclectique, tu as fait plein de choses et tu as fait en sorte justement d'avoir toutes les capacités que tu voulais avoir sur les sujets qui t'intéressaient. Et il y a quelque chose dont on a parlé toutes les deux, on est arrivé à ce sujet parce que je voyais en toi quand même quelque chose de très... quelque peu fêlé à un moment donné dans ta vie, mais que tu as beaucoup travaillé. C'est pas à toi de le travailler, mais je veux dire pour accepter et surtout pour guérir. Donc tu m'as dit, je suis prête à en parler. Est-ce que déjà avant cette soirée atroce, tu avais déjà subi est-ce que déjà on s'était permis des choses sur ton corps de femme? Non. Non, pas avant. On est en quelle année et tu as quel âge? Alors du coup, on est en 2020. J'ai 20 ans. J'ai eu une agression sexuelle en octobre 2020. C'est tellement bête parce que c'était vraiment à côté du cirque. Malheureusement, ce qui fait que ma famille n'a pas entendu, c'est que la musique était à fond dans le chapiteau. Tu rejoignais ta famille au cirque, c'est ça? Il était quelle heure à peu près? 22h. En fait, on est en plein 16e. Ouais. Donc vraiment dans l'allée de la Mirelle Bruix, donc vraiment celle qui amène au Palais des Congrès. Et en fait, à côté du cirque, il y a un parc. Il y a des personnes qui ont l'habitude de faire du yoga le soir là-bas, donc je fais pas forcément attention. Puis c'est censé être hyper safe en fait cet endroit. Ah mais c'est hyper calme. Franchement il y a rien là-bas, donc à part nous, c'est très très calme. Donc il est 22h, je rentre chez moi. Et en passant donc devant le parc, il y a quelqu'un qui sort. Et c'est un monsieur qui me demande quelle heure il est. Donc je sors mon portable et en fait, le temps d'inattention où j'étais là, le mec m'a chopé par le cou. En fait, il m'a fait une espèce de prise où je me suis retournée, tac. Donc et là, il me tire jusqu'à dans le parc. Et il y a un moment où je me débat, j'arrive à m'extirper, si tu veux, de ses mains. Et là, on se bat, je dirais, pendant 15 minutes. 15 minutes, c'est très long. Donc, on se bat. Vraiment. Oui, parce que toi, tu es très forte, tu es très musclée, tu fais beaucoup de sport. Bah oui, pour faire les sangles. Oui, il faut être très tonique, quoi. Il faut être tonique, en tout cas. Ouais.
Donc on se bat, enfin je veux dire vraiment on se donne des coups de poing. Ah oui, on se donne des coups de poing. Le mec essaye de coûte que coûte de me mettre à terre. Donc moi je suis hyper réactive, je me suis même étonnée moi-même parce que je me suis jamais battue, pas comme ça en tout cas. Et du coup le mec à la fin il me sort un couteau et il arrive à me refaire une prise où en fait je me retrouve, il se retrouve derrière moi avec le couteau et donc voilà. Donc il s'est passé ce qui s'est passé. Donc pour le coup c'était une vraie agression sexuelle. C'était un viol. C'était un viol, ouais. Et à la fin, le gars se rhabille comme si de rien n'était, puis il s'en va. Et moi, toi, t'es quoi Moi, à ce moment-là, je suis par terre, je suis en sanglots. J'avais hurlé de toutes mes forces pour que ma famille vienne parce que j'étais vraiment à quelques mètres, quoi. Je dirais à, je sais pas, même lui, pas tu le vois, tu vois son mètres. visage, Ouais, je dirais que c'est un mec du 16e. Et comme la musique, en fait, était à fond dans le chapiteau, parce qu'il y avait une répétition, personne n'a rien entendu. Et tout le monde était sous le chapiteau. Et... Donc toi, tu sors de ce moment d'horreur ? Oui, clairement, moment d'horreur. Je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai hyper mal partout. Je sens vraiment des atroces douleurs. J'ai des photos immondes. Et là, je me sens, je me sens dégueulasse, en fait. Alors que c'est pas de ma faute. Mais je me sens dégueulasse. Et presque comme si je devais avoir honte de ce qui venait de se passer. Et donc je rentre chez moi. Là, je me souviens que j'ai boxé tout ce que j'ai trouvé, parce que j'étais dans une rage pas possible. Mais je l'ai dit à personne. Pendant, je dirais, 6 mois, je l'ai dit à personne. Ah, tu l'as pas dit ? Non, je l'ai dit à personne. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai profité que la musique était là, j'ai hurlé toutes mes forces parce que j'étais dans un état vraiment pas possible. J'ai été prendre une douche et je me suis dit ok, stop. Donc là, c'est comme si que j'avais mis une espèce de stand-by sur ma vie. Et 6 mois après, j'en parle à une amie qui était juste horrifiée par ce qui venait de se passer. Mm. Et les personnes de ma famille ne sont toujours pas au courant. Ouais. Et je dirais même pour le cancer, il y a des gens de ma famille qui n'étaient pas au courant. T'es très secrète, toi, quand même. Secrète, je dirais pas ça. Je dirais que... Il y a une sorte d'immense pudeur, alors. C'est ça ? Je sais pas. Ouais, c'est vrai que je suis pudique, mais... sur des choses qui peuvent m'arriver, mais... c'est surtout que je veux pas faire souffrir les gens qui m'aiment, en fait. Et que j'aime aussi. Oui, mais toi, dans tout ça ? Moi, j'ai tendance à me sacrifier pour les autres. Oui. Beaucoup. Ah ben ça, c'est sûr. Beaucoup. T'as porté plainte, quand même ? Non. T'as jamais porté plainte ? J'ai essayé, mais je dirais que... Bon, alors déjà, il faut savoir que moi, à l'époque, j'étais un peu dans le délire de jeune femme, garçon manqué. Donc, moi, tout ce qui est police, machin, j'aimais bien. Donc, avec mes cousins, on faisait des parcours dans le chapiteau, on rigolait. Et j'avais d'autres copines avec qui on aimait bien cette idée, donc j'ai aucun problème avec la police, pour dire, tout simplement. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée devant le commissariat et que j'en ai parlé aux policiers qui étaient à l'accueil, j'avais l'impression d'être prise un peu de haut. Et en fait, ça, je dirais que je me suis sentie très mal et j'avais pas envie d'être humiliée plus que je ne l'étais déjà. Donc j'ai tout simplement dit ok, en fait, excusez-moi, je vais pas porter plainte. Ils t'ont pas retenu. On t'a pas dit rester. Si, bien sûr, si. Ils m'ont dit non, mais pardon, venez, machin, il y a pas de problème. C'est moi qui ai une journée. Je fais non, mais il y a pas de souci. Je porterai plainte un autre jour. Je me sens pas bien. Il y a pas prescription sur cette histoire, Rose, aujourd'hui ? Non. Et tu te rappelles de lui ? Tu le reconnaîtrais ? Et tu es toujours dans le même quartier ? Oui. Oui, toujours. Ouais. Et tu as peur ? Est-ce que j'ai peur ? Je dirais que t'as toujours après avoir vécu ça, oui, t'as toujours une peur, évidemment, puisque, si tu veux, ça a été un vrai traumatisme dans le sens où, déjà, j'ai pas voulu en parler, donc, ok. Mais tu te sens vraiment... tu te sens sale, quoi. Vraiment, tu te sens sale.
Et ça te change profondément, ça te change. Ça t'a changé, toi ? Ouais. Qu'est-ce que ça a changé en toi ? Je dirais que j'étais une fille très timide et très réservée. J'osais pas m'imposer. Même si quelque chose me convenait pas, j'osais pas m'imposer. J'étais vraiment le genre de fille à son papa et à sa maman toute douce, toute gentille, qui accepte tout, en quelque sorte. Et cette histoire m'a vraiment révoltée. Et je dirais que c'est aussi grâce à ça, peut-être, que j'ai eu la force de me dire, ok, je vais peut-être monter mon entreprise, je vais prendre les rênes, en fait, de ma vie, tout simplement. Je vais arrêter d'être la gentille fille qui accepte tout. Ça a vraiment changé mon caractère, mais... et bon, à quel prix ? Oui. Quand tu vois toutes les histoires entre MeToo, Mazan, cette horreur de Mazan, j'imagine que ça réveille plein de choses pour toi. Ouais, ça me révolte. Ça me révolte pour elle. Oui. Je sais ce que c'est. Oui. Et je sais surtout ce que c'est, le sentiment de vouloir pleurer, mais de ne pas y arriver. Il y a un endroit où tu n'arrives pas à pleurer de ce qui t'arrive. Tu t'es tellement endurci de ce qui vient de t'arriver. Pour survivre, pour... Ouais, oui, clairement, oui, tu es en mode survie. Parce que, écoute, dis-toi que pendant 3 mois, je ne pouvais pas marcher dans la rue sans me retourner et voir si quelqu'un me suivait ou quelque chose comme ça. Et si tu t'approchais un peu trop de moi, sachant que tu étais derrière moi, j'étais capable de me retourner et de te foutre une patate, tu vois. C'est arrivé une fois et je me suis excusée 1000 fois. Mais aujourd'hui, tu es prête à en parler, mais c'est pas terminé, cette histoire. C'est clair que dans la loi des hommes, il y a un truc qui n'a pas été respecté, puisque j'ai pas porté plainte et j'ai pas mis de lumière sur cette histoire. C'est toi qui n'as pas été respecté, surtout. Donc, t'as pas un besoin que cette personne soit jugée, arrêtée, condamnée. Disons que j'aurais peur que ça arrive à d'autres personnes. Tu penses pas à toi, encore une fois, hein ? J'aurais peur, effectivement, que ça arrive à d'autres gens. Okay. Parce que moi, malheureusement, c'est arrivé. Ouais. Mais effectivement, il y a d'autres personnes qui peuvent être victimes de ce genre de personnes, d'individus, qui en fait est très propre sur lui. C'est vraiment le gars du 16e, quoi. Tu vois, tu t'imagines pas un seul instant que ce genre d'homme puisse... Mais parce que au niveau de l'âge, c'était quelqu'un de 30 ans. 30 ans à peu près. Et je dirais que ça rejoint un peu l'histoire de Mazan, parce qu'on se dirait... tiens, il y a un vieux clochard. Oui, voilà. On est dans ces clichés-là. Hein. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça peut être n'importe qui. Comme dans l'histoire de Mazan, ça peut être n'importe qui. Et là, pour le coup, voilà. C'est tombé sur toi. Donc, ça, c'était il y a 4 ans. Depuis 4 ans, t'as fait beaucoup de choses. Et tu vas mieux ? Oui, clairement, oui. Tu fais un travail psy ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, j'ai pas voulu aller voir de psychologue parce que je me suis dit que j'allais envoyer un message à mon cerveau du style « tu vas pas bien, t'es malade ». Et j'ai eu peur de me recroqueviller encore plus sur moi que je ne l'étais déjà. Et donc, j'ai fait 2 choses qui sont complètement opposées. J'ai fait de la boxe et de la méditation. Voilà, mais pour le coup, ça m'a beaucoup aidée. Je me suis beaucoup détachée des réseaux aussi. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidée. Oui, parce que les réseaux, ça peut être extrêmement toxique. Effectivement, je le confirme. Je remarque à quel point ça joue, moi, sur mes humeurs, sur mes rapports aux autres, mes rapports aussi à mon physique. Enfin, c'est quand même... Oui. Tu réussis à construire quelque chose avec quelqu'un, avec tout ce qui t'est arrivé ? Écoute, oui. Oui, j'ai un petit copain qui est génial. Qui est au courant ? Oui, qui est au courant. Qui te soutient ? Énormément, il est génial. Ça n'a pas changé ton rapport aux hommes ? Si, quand même, si, parce que j'ai toujours cette notion de sale, et en fait, d'être sale, et de pas... J'ai ce sentiment de ne pas mériter, en quelque sorte, d'être aimée, vraiment. J'ai ce sentiment-là de... Même sur ta sexualité, est-ce que ça a joué ? Bah oui, évidemment. Tu t'acceptes pas... tu te dis, mais il veut me faire l'amour, mais pourquoi ? Tu vois ? Donc ça prend du temps, tout ça ? Donc ça prend du temps.
Mais donc, j'ai un copain génial qui lui aussi est artiste et avec qui on a plein de projets aussi, de spectacles artistiques. Lui, il est guitariste, écrivain et vidéaste. Et donc, notre projet, c'est de relier ses textes avec sa musique et moi sur scène avec les numéros de cirque qui viendraient en fait incarner un peu ces textes. C'est beau parce que tu arrives quand même à faire jaillir de toutes les violences que tu as subies, la maladie, un viol, le silence aussi beaucoup. Tu fais jaillir l'amour dans les spectacles, dans ce que tu produis, dans ce que tu dégages. Moi, je peux le dire parce que quand on est avec toi, on se sent bien et tu as quelque chose de tellement doux, tellement... Donc, je sens aussi cette révolte et c'est sain, je crois, non, que tu sois révoltée. Sinon, ce serait bizarre. Ça voudrait dire que tu gardes bizarre. Tout. Bah là, oui, tu te rends un peu malade. Tu te rends un peu malade, mais je dirais que ce qui m'aide beaucoup, c'est la création artistique, en fait, qui est cool. Qui te soigne, en fait. Disons que par exemple, pour affronter mon cancer, les sangles m'ont énormément aidée. En fait, ça a été en quelque sorte ma thérapie. Vraiment d'arriver sur scène, parce qu'il y a vraiment cette notion de... alors, je donne au public, mais le public me donne aussi. Oui. C'est une sorte de partage, en fait, et on se nourrit mutuellement, et c'est très beau. Il y a une vraie bienveillance, et il y a beaucoup de partage, même interculturel. Ce que je trouve bête, c'est mon rapport, si tu veux, à l'agrès artistique que j'utilisais, donc en soi les sangles. Parce que je me disais, oui, bon, alors tout le monde me dit que je vais pas y arriver parce que c'est une discipline de mec, machin, mais j'avais l'impression que si j'arrivais à faire les sangles, j'allais réussir à vaincre ce cancer. Tu vois, c'est un peu bébête. C'est absolument pas bête. Je sais pas, c'est un peu non, tu veux dire, c'est un biais psychologique simple, oui. Mais c'est trop beau, moi, je trouve. Est-ce que parfois la beauté, elle n'est pas dans quelque chose de simple, et de logique et de basique, que le cerveau et le corps peuvent être reliés et que ton combat était lié, quoi, qu'il fallait que tu arrives à faire les deux, quoi. Oui, complètement. Et si tu veux... Tout le monde le fait, hein, tu sais, même les mini-défis. Je sais pas si tu le faisais quand tu étais petite, mais moi, je faisais tout le temps. Ou alors, je me disais, bon, là, il faut que j'ai fait pipi avant la fin d'avoir compté jusqu'à 20. Et il faut après que tu le faisais pas, toi? Où tu comptais, tu timais des trucs. Tu disais, si j'arrive à faire ça, je vais avoir ça. Mais tout le temps. Mais je me suis toujours mis des défis. Mais même c'est un peu les lois de l'attraction, c'est un peu tout ça, quoi. Complètement. Ça marche assez bien, je peux le dire. Ça marche bien, ouais. C'est une manière de se défier, ouais. Ouais. Donc toi, tu te défies beaucoup. Ce cancer, tu l'as battu. Ce qui t'est arrivé avec ce monstre, tu t'es battu tant que t'as pu. Et tu te bats encore avec ça, parce que c'est un truc qui colle à la peau, comme tu dis, un truc de... C'est fou, ce truc que moi, je connais pas, du coup, puisque j'ai jamais vécu ça, mais que j'ai souvent entendu de « vous vous sentez sale », comme si le monstre, vous étiez devenu le monstre, alors que absolument pas. Mais c'est un sentiment qui est quand même assez commun aux agressions. Oui. Toi, tu parles avec des femmes victimes? Oui, tout à fait. Oui. Pour le spectacle, en fait, Zigen au féminin, alors je parle de toutes ces choses. Je parle vraiment des choses qui en soi, sont dans l'ombre et qu'on a envie de mettre en lumière, donc, par rapport à ce qui nous arrive, par rapport à ce qu'on a vécu. Donc évidemment, ça parle aussi de mon histoire, mais j'ai aussi été au CIDFF de Paris, à la Maison des Femmes de Paris, aussi recueillir des témoignages de femmes qui avaient vécu des violences ou... De tous les milieux. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est important, on s'en rend compte avec Mazan, sur la quantité d'hommes qui ont violé Gisèle Pelicot, le nombre de personnes qui n'ont strictement rien à voir. C'est des milieux sociaux, intellectuels, c'est rien à voir. Donc, il n'y a pas à faire d'amalgame, en fait. Tout à fait. Chose que toi, tu as beaucoup subi. Le racisme et les amalgames, je pense que c'était un peu ton quotidien. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est tes projets? Qu'est-ce que c'est tes rêves, tes envies, tes besoins? Du coup, aujourd'hui, je me concentre beaucoup sur donc, ma compagnie.
Et donc la création de spectacles. Donc j'ai fait ce spectacle Tziganes au féminin que j'ai produit 2 fois. Et je t'avoue que j'ai envie de sortir un peu du monde tzigane, en tout cas pour la création. Je pense que voilà, c'est mon origine, c'est ce qui fait que c'est tzigane, c'est moi. Mais on n'est pas obligé de mettre cette culture en avant personnellement, parce que je trouve que c'est vraiment venir, mettre le spectacle dans une case. Oui, je vois très bien. S'atteler au communautarisme, en fait, et je trouve ça un peu dommage. Donc j'ai envie de faire un spectacle très contemporain, très actuel, vraiment européen, qui allie pop et rock et art du cirque. Trop bien, ok. Donc là, tu travailles sur ce projet-là. Aujourd'hui, t'es heureuse ? Je dirais que... Est-ce que je suis heureuse ? Qui est heureux aujourd'hui ? Il y a des gens, ils disent... La question, c'est plutôt qui est heureux aujourd'hui ? Oui, peut-être, c'est vrai. Mais en tout cas, tu n'as peut-être plus envie de combattre, de te battre. Tu as peut-être envie aussi de relâcher. Après, ça dépend de ce qui t'arrive au quotidien. Je dirais que chaque journée est un peu une bataille aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Mais là, je me bats plus pour mes parents, par exemple. Oui, tu as un nouveau combat, en fait, là. Avec quelqu'un de ta famille, on va pas peut-être rentrer dans les détails, mais il y a un nouveau combat et tu défends tes parents et c'est encore toi qui gère ça. Et mes parents, malheureusement, sont... ma mère est victime donc d'un AVC depuis 2020 et mon père, lui, qui est tout le temps dans la lune, bien qu'il soit écrivain, il est âgé et donc il peut pas se défendre numériquement, en tout cas. Ça, c'est ce qui lui arrive. Ouais, et donc ils ont été victimes d'abus de biens sociaux, victimes de violences physiques aussi, donc voilà. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer pour toi, Rose. Où est-ce que tu trouves ton calme et ton bonheur et ton apaisement ? Je dirais dans la création, la création avec mon chéri aussi. Dans mes passe-temps, mais plus, passe-temps, j'ai pas vraiment le temps pour des passe-temps, mais je dirais que s'occuper mais après je dirais qu'en fait s'occuper de ce qui est urgent en fait et de mener les combats, c'est en quelque sorte se sentir utile et sentir qu'on fait ce qu'il faut. Donc tu te sens bien en menant les combats qui doivent être menés. En réalité. Est-ce qu'un jour, tu repartiras à toquer à la porte du commissariat du 16e et... Pour ce qui s'est passé ? Oui. Ou tu penses que... Non, je pense pas. C'est terminé pour toi, cette histoire ? Dire que c'est terminé, non. C'est pas terminé, mais je me soigne autrement. Ok, très bien. Merci Rose pour ces confidences sur ta vie et ces confidences extrêmement intimes, surtout que j'apprends là qu'une grande partie de ta famille n'est pas au courant de ce viol, de cette agression. Merci aussi de nous avoir parlé, de nous avoir ouvert une toute petite partie, parce qu'en fait, il est méga vaste, le monde du cirque et cette culture tzigane Sinti, voilà, qui est celle dont toi, tu peux parler, que tu maîtrises complètement et que tu connais la mieux, je crois que c'est ça. Maintenant, il faut te suivre sur tes réseaux sociaux. Il faut suivre ce que tu vas produire. Moi, je serai là, la première, au premier rang, à attendre et à aller voir. Je te remercie pour tout le soleil que tu apportes au monde. Et je pense, si je puis me permettre, qu'il faudrait penser à toi. Merci à toi. Merci à toi pour tes vidéos, pour tout ce que tu fais, pour la personne... Soleil. Je viendrai comme ça au spectacle, je passerai et je ferai le soleil en fond. J'ai toujours rêvé de faire partie d'une pièce, mais de ne rien faire. Voilà. Ah bah voilà. Non, mais c'est vrai que... Je pense que je ne suis pas une grande actrice ni une grande danseuse, mais je passerai comme ça, si tu veux, déguisée en soleil. Merci Rose, à bientôt. Merci à toi. Merci, à bientôt. Si cet épisode de Donne-moi tout vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez. J'en ai vraiment besoin pour continuer à créer du contenu pour vous. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, parce qu'ici on veut bien tout donner, mais on veut aussi recevoir votre avis.